Qu'est-ce qui donne à un morceau de papier le pouvoir de façonner les nations, de renverser des empires et de dominer le commerce mondial? La réponse se trouve dans l'histoire du dollar américain, une monnaie née d'une expérience désespérée pendant la Révolution américaine est devenue l'épine dorsale de l'économie mondiale. À leur naissance en 1775, les États-Unis naissants n'avaient ni trésor, ni banque centrale, ni crédibilité sur la scène internationale. Leurs premiers dollars continentaux étaient méprisés, considérés comme sans valeur. Pourtant, moins de 2 siècles plus tard, le billet vert allait éclipser la livre sterling pour devenir la monnaie de réserve mondiale. Utilisée de confiance de Wall Street aux zones de guerre, des marchés pétroliers à la diplomatie internationale. L'essor du dollar n'est pas seulement une question d'argent. C'est une histoire d'innovation, de guerre, de politique et de confiance. Une saga qui relie la fondation d'une nation au fonctionnement du système mondial actuel. De la fragilité du papier à la puissance inégalée, voici le parcours de la monnaie la plus influente au monde. Bien avant l'émergence des États-Unis, le monde s'interrogeait déjà sur la valeur de la monnaie. De la Mésopotamie à Rome, des civilisations avaient expérimenté les pièces de monnaie, les métaux précieux et les premières formes de crédit. L'or et l'argent étaient attrayants car ils étaient rares, durables et largement reconnus. Au XVIIIe siècle, les empires européens avaient établi de vastes réseaux monétaires ancrés dans ces métaux. Le dollar espagnol en argent, les pièces de 8, circulant largement à travers les Amériques et même dans certaines régions d'Asie. Tel était le monde financier dont les colonies américaines avaient hérité. Les échanges quotidiens s'effectuaient dans un patchwork de monnaies, livres sterling, florins néerlandais, réaux espagnols et même wampums amérindiens. Il n'existait pas de système unifié, et les colonies étaient souvent confrontées à des pénuries chroniques de devises fortes. Pour pallier ce manque, certaines d'entre elles eurent recours à l'émission de billets garantis par les recettes fiscales futures, une innovation perçue avec suspicion à Londres, mais essentielle à la survie coloniale. Lorsque la Révolution éclata en 1775, le Congrès continental se trouva confronté à un dilemme existentiel. Il ne disposait ni du trésor, ni du pouvoir de lever des impôts dans les colonies. Financer la guerre contre l'Empire britannique nécessitait un acte de foi, créer du papier-monnaie non garanti par l'or ou l'argent, mais par la promesse d'une indépendance future. Ces dollars continentaux furent imprimés en masse pour payer les soldats et les fournisseurs. L'idée était révolutionnaire, mais sa mise en œuvre fut désastreuse. Faute d'un soutien solide et en proie à une contrefaçon galopante, souvent encouragée délibérément par les Britanniques, le dollar continental perdit rapidement de la valeur. En 1781, l'expression « ne vaut pas un continental » était entrée dans l'usage courant, rappelant amèrement la fragilité financière de la jeune nation. Pourtant, même dans l'échec, des graines ont été semées. L'expérience a mis en lumière 2 leçons cruciales: la nécessité d'une monnaie stable et fiable et l'importance de la confiance du public dans son soutien. Des dirigeants comme Alexander Hamilton ont profondément assimilé ces leçons. Dans les années 1790, Hamilton, alors premier secrétaire au Trésor, a milité en faveur d'un système financier centralisé ancré dans le nouveau dollar américain, calqué en partie sur la pièce d'argent espagnole familière au commerce mondial. Ainsi, le dollar n'est non pas simplement comme papier ou métal, mais comme idée, symbole unificateur de souveraineté, outil de coordination économique et arme de légitimité dans un monde sceptique. Ces premières années furent tumultueuses, marquées par des guerres bancaires, des monnaies nationales concurrentes et un débat politique acharné sur le rôle de l'État dans la monnaie. Mais au fil du temps, ces luttes forgèrent une monnaie qui allait survivre à ses détracteurs et poser les bases d'une domination mondiale. À sa genèse, le dollar américain était à la fois fragile et audacieux, rappelant que le pouvoir de l'argent ne vient pas seulement du matériel, mais de la confiance collective de ceux qui l'utilisent. La fragile expérience du dollar continental s'était soldée par un quasi-effondrement, mais elle avait laissé derrière elle une idée cruciale. Les États-Unis avaient besoin d'une monnaie stable et unifiée
capable de susciter à la fois la confiance nationale et le respect international. L'étincelle qui a transformé cette vision en réalité est apparue dans les premières décennies de la République, lorsque les dirigeants se sont efforcés de transformer des promesses de papier en un pouvoir durable. En 1790, Alexander Hamilton présenta son « Rapport sur le crédit public », un document qui allait devenir le fondement financier de la jeune nation. Il soutenait que le gouvernement fédéral devait reprendre les dettes des États de la guerre d'indépendance et les financer à leur valeur intégrale, établissant ainsi la solvabilité. Pour consolider cette position, il préconisa une monnaie uniforme, le dollar américain, qui circulerait dans tous les États, soutenu par une institution centrale capable de gérer la dette et d'émettre des billets. Cette vision se concrétisa en 1791 avec la création de la première banque des États-Unis. Inspirée en partie de la Banque d'Angleterre, elle émettait des billets libellés en dollars, échangeables contre de l'or et de l'argent. Pour la première fois, le dollar devint plus qu'une théorie. Il devint un instrument commercial fonctionnel, soutenu par l'autorité fédérale et les métaux précieux. La confiance, cependant, n'était pas automatique. De nombreux Américains, marqués par l'effondrement du continent, se méfiaient du papier-monnaie. Les agriculteurs et les communautés frontalières préféraient souvent le troc ou les pièces de monnaie, considérant les billets de banque comme des outils au service des élites urbaines. L'opposition politique menée par Thomas Jefferson et James Madison condamnait le système d'Hamilton, le jugeant dangereusement centralisé, voire inconstitutionnel. Mais le pari d'Hamilton fut payant. La prise en charge de la dette par le gouvernement fédéral rassura les créanciers nationaux et internationaux. Les commerçants internationaux, notamment européens, commencèrent à accepter le dollar américain dans leurs échanges commerciaux. Progressivement, les billets de banque émis dans le cadre du nouveau système gagnèrent en crédibilité, servant de prototype à ce qui allait devenir le billet vert. Une avancée décisive fut la loi sur la monnaie de 1792 qui établit officiellement le dollar comme unité monétaire standard du pays. S'inspirant du dollar d'argent espagnol, largement utilisé dans le commerce transatlantique, le Congrès créa un système décimal de monnaie unique parmi les monnaies mondiales. Cette décision simplifia les calculs et les échanges commerciaux, marquant une avancée subtile mais révolutionnaire dans la conception monétaire. La loi autorisait les pièces d'or et d'argent, ouvrant la voie à les étalons bimétalliques qui allaient définir la monnaie américaine pendant des décennies. En fondant légalement le dollar sur un métal tangible, le gouvernement a renforcé la confiance et distingué le système américain de ses précédentes expériences instables avec du papier non garanti. Les premières décennies ne furent pas sans heurts. La première banque fit face à une résistance politique acharnée et ne fut pas réhabilitée en 1811, plongeant le système financier dans le chaos. Pendant la guerre de 1812, le gouvernement recourut de nouveau à l'émission de billets, ce qui provoqua inflation et instabilité. Il fallut la création de la deuxième banque des États-Unis en 1816 pour rétablir l'ordre et restaurer la crédibilité du dollar. Au fil de ces cycles de crise et de reprise, une leçon est devenue de plus en plus évidente. La force du dollar dépendait de celle des institutions qui le soutenaient. Chaque échec imposait des réformes, et chacune d'elles rapprochait le dollar du système durable et standardisé qu'il allait devenir. Au milieu du XIXe siècle, le dollar n'était plus une expérience fragile, mais un symbole déterminant de l'identité nationale. L'introduction des premiers billets de banque standardisés, les greenbacks, pendant la guerre de sécession, marqua un tournant. Contrairement aux billets précédents, ceux-ci avaient cours légal de par la loi, et non plus seulement par la coutume. Malgré une opposition farouche et une inflation précoce, le billet de banque survécut, prouvant que la monnaie fiduciaire, lorsqu'elle était ancrée dans une autorité gouvernementale forte, pouvait fonctionner. C'était là la véritable avancée. Les États-Unis avaient développé non seulement une monnaie fonctionnelle, mais aussi un système financier capable d'évoluer sous pression.
Des prototypes d'Hamilton aux billets verts de guerre, le dollar avait survécu aux batailles, aux paniques et aux aléas politiques. À la fin du XIXe siècle, il était désormais considéré non seulement comme monnaie nationale, mais aussi comme un concurrent potentiel sur la scène internationale. L'étincelle avait été allumée. Le dollar n'était plus seulement un moyen d'échange. Il devenait une arme de stabilité, un gage de confiance et, à terme, le fondement d'un ordre économique mondial. L'ascension du dollar américain, d'une promesse expérimentale sur papier à une force qui allait un jour dominer la finance mondiale, fut tout sauf linéaire. Son histoire est jalonnée de cycles de crise et de reprise, d'innovation et de réglementation, d'expansion et de contraction. Chaque étape a rapproché le dollar de sa vocation de monnaie nationale américaine, mais aussi de normes internationales. L'effondrement de la première banque des États-Unis en 1811 laissa la jeune République sans force stabilisatrice centrale. La guerre de 1812 révéla rapidement les dangers de ce vide. Le gouvernement peinait à financer les opérations militaires, les banques privées émettaient leurs propres billets et l'inflation s'envola. En réaction, le Congrès créa le deuxième banque des États-Unis en 1816, lui accordant une charte de 20 ans. Cette institution a réintroduit la surveillance fédérale sur le système monétaire, régulant l'afflux de billets émis par les banques à charte d'État. Bien qu'efficace pour stabiliser la monnaie, elle est devenue un sujet de controverse. Andrew Jackson, farouche opposant au système bancaire centralisé, opposa son veto à sa nouvelle charte en 1832, la qualifiant d'instrument des élites. En 1836, la deuxième banque était dissoute, et les États-Unis entrèrent dans une période que les historiens appellent l'ère de la banque libre. Sans banque centrale, des milliers de banques d'État ont émis leurs propres billets, dont beaucoup étaient garantis par des réserves faibles, voire inexistantes. Certains billets ne circulaient que localement. D'autres perdaient toute valeur lorsque les banques faisaient faillite. Surnommées banques sauvages, un terme évoquant des banques si isolées que seules des espèces sauvages rôdaient à proximité. Ces institutions ont créé un patchwork de monnaie peu viable. L'instabilité économique a atteint son apogée dans le panique de 1837, lorsque des faillites bancaires généralisées ont déclenché une profonde dépression. Pour les Américains ordinaires, la confiance dans la monnaie fiduciaire a atteint son plus bas niveau. Cette époque a confirmé une leçon durable. La force d'une monnaie ne dépendait pas seulement de son adossement au métal, mais aussi de la crédibilité des institutions qui la soutenaient. La guerre de sécession a provoqué une nouvelle révolution monétaire. Pour financer l'effort de guerre massif de l'Union, l'administration Lincoln a autorisé l'émission de billets verts, des billets de banque standardisés non garantis par de l'or ou de l'argent, mais déclarés comme monnaie légale par la loi. Il s'agissait d'une rupture radicale avec la tradition. Les critiques mettaient en garde contre une inflation galopante et l'instabilité, tandis que ses partisans affirmaient que c'était le seul moyen de mobiliser rapidement des ressources. En pratique, le billet vert devint à la fois une bouée de sauvetage et un symbole. Soldats, agriculteurs et commerçants utilisaient ces billets, unifiant l'économie sous un étalon papier unique. Bien que les billets verts se soient dépréciés pendant la guerre, ils ont survécu. Plus important encore, leur endurance a légitimé l'idée que la monnaie papier pouvait fonctionner comme une véritable monnaie, à condition d'être soutenue par l'autorité gouvernementale. Pour mettre de l'ordre dans le paysage bancaire fracturé, le Congrès a adopté la loi bancaire nationale qui a établi un système de banques à charte nationale. Ces banques pouvaient émettre des billets garantis par des obligations du gouvernement fédéral, garantissant ainsi l'uniformité à travers le pays. Cette réforme a effectivement mis fin à l'ère chaotique de la banque libre et a introduit la billet de banque nationale, un précurseur du billet de banque moderne. Bien qu'il ne soit pas encore géré de manière centralisée par une institution unique, le système assurait la stabilité et permettait au gouvernement d'exercer un contrôle bien plus important sur la masse monétaire. Dans les années 1870, les États-Unis ont pleinement adopté l'étalon or, s'engageant à échanger des dollars contre de l'or à un taux fixe.
Cela a ancré le dollar dans le système monétaire mondial et facilité le commerce international. La confiance a explosé, mais le système a eu un coût. En période de crise économique, le lien rigide avec l'or a limité la capacité du gouvernement à accroître la masse monétaire. Le panique de 1893 y est. Les dépressions qui ont suivi ont révélé la faiblesse de ce système. Face à la faillite des banques et à l'assèchement du crédit, les Américains ont exigé des réformes. Une figure en particulier, le financier J.P. Morgan, des plans de sauvetage, personnellement organisés pour stabiliser les marchés. Oui, une solution privée à un problème. Public Pool, le tournant se produit en 1913, avec la création de la système de réserve, fédéral conçu comme un compromis entre contrôle, centralisé et indépendance régionale. La Fed est devenue la banque centrale officielle du pays. Elle pouvait émettre une nouvelle forme de monnaie, le billet de la Réserve fédérale, et gérer la politique monétaire pour prévenir les crises. La Réserve fédérale a doté le dollar d'un atout inédit, un gardien institutionnel permanent. Bien qu'imparfaite, l'existence de la Fed a fondamentalement transformé le dollar, le faisant passer d'une expérience fragile à un système bien géré et résilient, capable de relever les défis de l'économie moderne. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a perturbé les puissances financières traditionnelles. Les nations européennes ont suspendu l'étalon or pour financer leurs dépenses de guerre, affaiblissant ainsi leur monnaie. Les États-Unis, cependant, sont entrés en guerre plus tard et en sont sortis relativement forts, avec des réserves d'or intactes. En 1919, le dollar américain avait fait ses premiers pas comme monnaie de réserve mondiale. Les emprunteurs internationaux commencèrent à émettre des obligations en dollars, et la monnaie gagna un nouveau prestige dans le commerce mondial. Pourtant, la livre sterling demeurait dominante, une suprématie que le dollar ne ferait que plus tard défier. L'entre-deux-guerres a été marqué à la fois par des triomphes et des effondrements. Durant les années 1920, le dollar s'est renforcé, soutenu par l'essor des industries et l'essor de Wall Street comme place financière. Mais Grande Dépression de 1929 a brisé la confiance. En 1933, le président Franklin D. Roosevelt le pays a pris une mesure radicale. Il a suspendu l'étalon or au niveau national et a ordonné aux citoyens d'échanger leur or contre des dollars papier. Bien que controversée, cette mesure a permis au gouvernement d'accroître la masse monétaire et de stimuler la reprise. Le dollar n'était plus une promesse d'or, mais une promesse d'autorité nationale. Le tournant décisif eut lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, les nations alliées se réunirent à Bretton Woods, New Hampshire, pour concevoir un nouvel ordre financier mondial. Résultat, le dollar américain serait indexé sur l'or à 35 $ l'once, tandis que toutes les autres grandes devises seraient indexées sur le dollar. Cet arrangement a fait du dollar le pilier central de la finance mondiale. Sa suprématie reposait non seulement sur l'or, mais aussi sur la puissance économique et militaire inégalée des États-Unis à la fin de la guerre. À la fin des années 1940, le dollar avait définitivement supplanté la livre sterling comme principale monnaie mondiale. Pendant des décennies, Bretton Woods a ancré la stabilité, mais à la fin des années 1960, le système a été mis à rude épreuve. Les États-Unis dépensaient massivement pour la guerre du Vietnam et leurs programmes nationaux, créant de l'inflation et affaiblissant la confiance dans l'or adossé au dollar. Dans 1971, le président Richard Nixon annonce la suspension de la convertibilité de l'or, un moment connu sous le nom de choc Nixon. Le dollar n'était plus lié à l'or. Il flottait désormais librement face aux autres devises. Les critiques prédisaient un effondrement. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Libéré des contraintes rigides liées à l'or, le dollar s'est adapté aux réalités de la finance moderne. La prochaine grande étape fut l'essor de l'assystème du pétrodollar dans les années 1970. Les États-Unis ont conclu des accords avec les principaux producteurs de pétrole, notamment l'Arabie saoudite, pour fixer le prix du pétrole exclusivement en dollars.
Cela a assuré une demande mondiale constante pour cette monnaie, assurant sa domination même sans or. Pendant ce temps, Wall Street est devenu le cœur battant de la finance mondiale. Des marchés de l'euro-dollar des années 1970 à la libéralisation financière des années 1990, le dollar est devenu la monnaie de référence pour le commerce, l'investissement et les réserves. Au XXIe siècle, le dollar a encore évolué. Il est devenu l'épine dorsale de finances numériques, des transferts électroniques mondiaux à l'essor de l'assystème SWIFT pour les paiements internationaux. Même avec l'émergence de nouveaux concurrents comme l'euro et le yuan chinois, le dollar a conservé une suprématie écrasante. En 2023, il représentait près de 60% des réserves mondiales et la majorité des règlements commerciaux internationaux. Le dollar était devenu non seulement la monnaie américaine, mais aussi mondiale. Son ascension était achevée, des billets révolutionnaires à la norme mondiale soutenant le commerce moderne. L'ascension du dollar n'a été ni inévitable ni sans heurts. Il a connu des effondrements, des guerres, des luttes politiques et des réinventions radicales. Mais à chaque défi, il s'est renforcé. Ce qui n'était au départ qu'une expérience fragile au XVIIIe siècle est devenu, au XXIe siècle, le pilier indispensable de la finance mondiale. Des billets de banque d'Hamilton au dollar flottant de Nixon, des billets verts de la guerre de sécession à la suprématie de Bretton Woods, l'histoire du dollar est une chronique de résilience et de réinvention, et son évolution est toujours en cours. L'ascension du dollar vers la suprématie n'est pas le simple fruit des guerres, de la politique ou du hasard. Derrière ces événements historiques majeurs se cache un réseau complexe de mécanismes, innovations financières, structures institutionnelles et arrangements géopolitiques qui ont permis au dollar de devenir bien plus qu'une simple monnaie. Pour comprendre pourquoi le billet vert demeure la monnaie dominante mondiale, il faut explorer les mécanismes cachés qui le font fonctionner. Toute monnaie repose sur la confiance, mais l'ascension du dollar a nécessité une confiance extraordinaire. Les premiers dollars continentaux se sont effondrés, la confiance s'étant évaporée. Plus tard, les billets verts ont résisté à la guerre de sécession, car les citoyens étaient convaincus que la victoire assurerait la rédemption. Au fil du temps, les États-Unis se sont forgés une réputation de pays honorant leurs dettes. Contrairement à de nombreux pays, les États-Unis n'ont jamais failli à leurs obligations fédérales. Même lors de crises comme la Grande Dépression ou l'effondrement financier de 2008, les obligations du Trésor américain étaient considérées comme des valeurs refuges. Cette fiabilité a transformé le dollar en une monnaie unique, point réseau mondial de confiance en effet. Lorsque des gouvernements, des entreprises ou des particuliers étrangers détiennent des dollars, ils achètent non seulement des devises, mais aussi la confiance dans la stabilité des États-Unis. La création de la Réserve fédérale en 1913 a donné au dollar son cœur institutionnel. La capacité de la Fed à émettre une monnaie élastique en augmentant ou en diminuant l'offre pour répondre à la demande. Distinguer le dollar des systèmes rigides d'or ou d'argent. Mais l'influence de la Fed est plus profonde. Elle gère politique monétaire, fixant des taux d'intérêt qui se répercutent sur les marchés mondiaux. Lorsque la Fed augmente ou baisse ses taux, cela n'influence pas seulement l'emprunt américain, cela modifie les flux de capitaux à l'échelle mondiale. Les marchés émergents progressent ou reculent, selon que les investisseurs recherchent des rendements américains plus élevés ou se tournent vers des actifs américains plus sûrs. Ainsi, la Fed n'est pas seulement la banque centrale des États-Unis. Elle est en réalité la banque centrale mondiale, façonnant le rythme de la finance mondiale par ses décisions. L'un des principaux piliers de la domination du dollar est l'obligation du Trésor américain. Émises par le gouvernement pour financer la dette, ces obligations sont devenues la référence absolue en matière de sécurité dans l'économie moderne. Pourquoi? Parce que les bons du Trésor sont considérés comme pratiquement sans risque, ils bénéficient de la confiance et du crédit total des États-Unis, soutenus par la première économie mondiale et son pouvoir fiscal. Ils sont très liquides,
facilement achetables et vendables en grande quantité et libellées en dollars, est une principale monnaie de réserve mondiale. Les banques centrales du monde entier accumulent des bons du Trésor comme réserve. Les investisseurs internationaux les utilisent comme garantie pour des transactions se chiffrant en milliers de milliards. De fait, la dette américaine est devenue le socle du stockage des richesses mondiales. Ironiquement, ce qui était autrefois perçu comme la faiblesse de l'Amérique, ses emprunts constants, est devenu l'une de ses plus grandes forces. Le mécanisme caché le plus ingénieux a peut-être été la création du système du pétrodollar dans les années 1970. Après que les États-Unis ont abandonné l'étalon or, ils avaient besoin d'un nouveau point d'ancrage pour garantir la demande en dollars. La solution est venue d'accords diplomatiques avec l'Arabie saoudite et d'autres grands exportateurs de pétrole. Le prix du pétrole serait fixé exclusivement en dollars. Cela signifiait que chaque nation ayant besoin d'énergie, c'est-à-dire chaque nation, devait détenir des dollars pour la financer. Ce système simple a consolidé la demande perpétuelle de dollars. Que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe, les industries avaient besoin de pétrole, et le pétrole nécessitait des dollars. Le système du pétrodollar a effectivement remplacé l'or comme fondement de la suprématie mondiale du dollar, moins visible, mais tout aussi vital est l'infrastructure. De paiement lancé dans les années 1970, la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales, SWIFT, est devenue le système de messagerie mondiale des banques. Bien que SWIFT soit techniquement neutre, la grande majorité des transactions internationales sont réglées en dollars et transitent par les banques américaines. Cela confère à Washington un immense pouvoir de pression. En contrôlant l'accès au système de compensation du dollar, les États-Unis peuvent imposer des sanctions aux effets dévastateurs, coupant ainsi l'accès de leurs adversaires au commerce mondial. De l'Iran à la Russie, les nations ont subi le poids de cette arme financière. Le dollar n'est donc pas seulement un moyen d'échange, mais aussi un instrument d'influence géopolitique, tissé dans les artères de la finance mondiale. Au-delà des frontières américaines, un autre mécanisme caché a émergé. La marché de l'euro-dollar à partir des années 1950, les banques étrangères ont commencé à détenir des dépôts en dollars hors des États-Unis, en dehors de la réglementation de la Réserve fédérale. Les dollars offshore se sont rapidement multipliés, créant un écosystème parallèle de liquidités en dollars. Aujourd'hui, les eurodollars soutiennent le commerce et la finance mondiaux. Lorsqu'une entreprise brésilienne achète des marchandises au Japon, le paiement transite souvent par les marchés offshore du dollar plutôt que directement par les États-Unis. Cela crée un cercle vicieux. Plus le monde utilise le dollar, plus la demande d'instruments libellés en dollars augmente, ce qui renforce le cycle. Les États-Unis en bénéficient énormément car la demande mondiale maintient les taux d'intérêt plus bas sur leur territoire et garantit que le dollar reste intégré dans les transactions bien au-delà de leurs frontières. La pérennité du dollar tient également à la créativité financière. Wall Street a été le pionnier d'une multitude d'innovations, produits dérivés, titrisation et financement structuré qui s'appuient sur des actifs libellés en dollars. Par exemple, la crise financière mondiale de 2008 a débuté avec les titres adossés à des créances hypothécaires américaines. Pourtant, lorsque la panique a éclaté, les investisseurs se sont réfugiés dans le dollar américain et les bons du Trésor. Ce paradoxe illustre une vérité cachée. Quelle que soit la source de l'instabilité, le dollar demeure le refuge ultime. Ces innovations, bien que risquées, ont élargi l'écosystème autour du dollar, assurant son rôle central dans tout, du commerce des matières premières aux fonds d'investissement mondiaux. Les devises prospèrent grâce à effet de réseau. Plus on les utilise, plus leur valeur augmente. Une fois que le dollar est devenu dominant dans le pétrole, le commerce et la finance, le passage à une autre monnaie est devenu excessivement coûteux. Par exemple, même la Chine, malgré la promotion du yuan, continue de réaliser la majeure partie de ses échanges internationaux en dollars, car ses fournisseurs, assureurs et transporteurs internationaux optent tous pour le dollar.
Cet enracinement n'est pas accidentel. Il résulte de décennies d'institutionnalisation profonde. Enfin, il y a la domination culturelle, intangible mais puissante, du dollar. Le billet vert est devenu un symbole mondial de richesse, de stabilité et d'influence américaine. Le cinéma, la musique et les médias internationaux ont renforcé son statut emblématique. Un billet de 100 $, à Lagos ou à Karachi, inspire confiance comme aucun autre billet de papier ne peut l'égaler. Ce poids psychologique est un mécanisme de pouvoir au même titre que la réserve fédérale ou les obligations du Trésor. Pour des milliards de personnes à travers le monde, le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est une sécurité à part entière. Derrière chaque étape de l'ascension du dollar se cache un mécanisme plus profond. La confiance des marchés, la surveillance de la Fed, la liquidité des bons du Trésor, le système du pétrodollar, le réseau SWIFT, le marché de l'euro-dollar et la psychologie de la domination culturelle. Ensemble, ces innovations ont formé un écosystème auto-alimenté. Chaque élément, du prix du pétrole aux paiements internationaux, a lié le monde plus étroitement au dollar. Contrairement aux monnaies adossées à une seule matière première, le dollar est adossé à toute une architecture d'institutions, d'accords et d'attentes. Le résultat est une monnaie qui n'est pas seulement un moyen d'échange, mais le système d'exploitation de la finance mondiale. L'histoire n'est jamais façonnée par les seules institutions. Derrière chaque politique, chaque innovation financière et chaque tournant de l'histoire du dollar se cachent des individus visionnaires, pragmatiques, opportunistes et critiques, dont les choix ont déterminé le destin de la monnaie qui a fini par dominer le monde. Pour comprendre l'essor du dollar, il faut écouter les voix et les vies qui ont animé son parcours. À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis étaient fragiles, fracturés et lourdement endettés. C'est dans ce chaos qu'intervint Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor du pays. Né hors mariage dans les Caraïbes et s'élevant grâce à son talent et son ambition, Hamilton envisageait un système financier qui donnerait à la jeune République sa crédibilité aux yeux du monde. Il insista pour que le gouvernement fédéral assume les dettes des États, que les États-Unis honorent pleinement leurs obligations et qu'une banque nationale soit créée pour stabiliser le crédit. Aux yeux de critiques comme Thomas Jefferson, le plan d'Hamilton paraissait élitiste, une trahison de la démocratie agraire. Mais Hamilton avait une vision globale. Seule la construction d'un système de crédit fiable permettrait aux États-Unis d'entrer dans le monde des grandes puissances. Son héritage perdure dans le billet vert lui-même, devenu un symbole de la solvabilité américaine. Lorsque la guerre de sécession éclata, le secrétaire au Trésor, Salmon P. Chase, se trouva confronté à un dilemme insurmontable. Comment financer une guerre d'une ampleur sans précédent pour les États-Unis? La solution fut la création de greenbacks, de la monnaie fiduciaire garantie non par l'or ou l'argent, mais par la seule promesse du gouvernement. Les critiques les ont qualifiés de fragiles et instables. Pourtant, les billets verts ont financé l'effort de guerre de l'Union et créé pour la première fois une véritable monnaie fiduciaire nationale. Le pari de Chase a été payant, malgré l'inflation qui a suivi. Aujourd'hui, on se souvient moins de son visage que de celui de Lincoln. Mais sans Chase, le dollar américain n'aurait peut-être jamais trouvé sa place comme symbole de puissance financière soutenue par l'État. La panique de 1907 a révélé la fragilité du système bancaire américain. Les banques se sont effondrées. Les marchés ont été paralysés et des financiers privés comme JP Morgan ont dû intervenir pour sauver l'économie nationale. La leçon était claire. L'Amérique avait besoin d'une banque centrale. Le président Woodrow Wilson, guidé par le député Carter Glass et le sénateur Robert Latham Owen, fit adopter la loi sur la réserve fédérale en 1913. Glass, un journaliste virginien devenu politicien, rédigea la loi qui créa la structure décentralisée mais coordonnée de la Fed. Leur vision n'était pas seulement de stabiliser le système bancaire, mais de doter le dollar d'une structure institutionnelle suffisamment solide pour soutenir un rôle mondial. Dans les décennies qui suivirent, cette vision se révéla prophétique. En 1933, en pleine Grande Dépression, Franklin Roosevelt
prit une décision qui choqua les Américains. Il abandonna l'étalon or pour l'usage intérieur et interdit la thésaurisation des pièces d'or. Pendant des siècles, l'or avait été considéré comme la garantie ultime de valeur. La décision de Roosevelt fut perçue par beaucoup comme une trahison. Mais pour lui, c'était une libération. En dissociant le dollar de l'or, Roosevelt a donné au gouvernement la flexibilité nécessaire pour accroître le crédit et lutter contre la Grande Dépression. Les critiques y ont vu de l'inconscience. Les partisans y ont vu de l'innovation. L'audace de Roosevelt a ouvert la voie à l'évolution du dollar vers une monnaie fiduciaire, fondée sur la foi, et non sur le métal, et finalement à sa domination dans le monde d'après-guerre. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, des délégués de 44 pays se réunirent à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour définir l'ordre financier d'après-guerre. Deux hommes dominèrent la scène, le Britannique John Maynard Keynes et l'Américain Harry Dexter White. Keynes, le célèbre économiste, souhaitait un système équilibré, doté d'une monnaie supranationale appelée le Bancor. White, représentant les États-Unis, insista sur le fait que le dollar adossé à l'or devait ancrer le système. Finalement, la vision de White prévalut. Le système de Bretton Woods était né, avec le dollar en son cœur. La rivalité entre ces deux hommes incarnait le passage du flambeau, d'une Grande-Bretagne, accrochée à sa puissance déclinante, à des États-Unis, prêts à façonner le destin financier du monde. En 1971, le président Richard Nixon était confronté à une crise. Les gouvernements étrangers, la France en tête, exigeaient de l'or en échange de leurs réserves croissantes en dollars. Les réserves d'or des États-Unis s'épuisaient rapidement. Lors de ce qui allait devenir le choc Nixon, il suspendit la convertibilité du dollar en or, mettant ainsi fin au système de Bretton Woods. Les critiques prédisaient l'effondrement. Au lieu de cela, le pari risqué de Nixon a complètement démembré le dollar, le transformant en monnaie fiduciaire. Paradoxalement, cette décision a consolidé la domination mondiale du dollar, la demande se déplaçant de l'or vers les instruments financiers libellés en dollars et le commerce de l'énergie. Nixon, souvent connu pour ses scandales, a remodelé le monde financier d'un seul coup de politique. À la fin des années 1970, l'inflation américaine s'emballait. La crédibilité du dollar vacillait. C'est alors qu'intervint Paul Volcker, l'imposant président de la Réserve fédérale. Volcker porta les taux d'intérêt à des niveaux sans précédent, déclenchant une récession douloureuse, mais finissant par écraser l'inflation. Sa détermination à restaurer la confiance mondiale dans le dollar. Les banques centrales et les investisseurs, rassurés par la volonté des États-Unis d'endurer des souffrances à court terme pour assurer la stabilité à long terme, ont doublé leur mise sur le billet vert. L'ère Volcker a prouvé que la crédibilité, une fois perdue, ne pouvait être restaurée que par une discipline impitoyable. Toutes les voix ne se sont pas élevées pour célébrer la domination du dollar. Dans les années 1960, le président français Charles de Gaulle a dénoncé ce qu'il appelait le privilège exorbitant des États-Unis, à savoir la possibilité d'imprimer de la monnaie que le reste du monde devait utiliser. D'autres, des banquiers européens aux responsables chinois contemporains, ont fait écho à cette critique. Le système du dollar enferme les autres nations dans la dépendance à la politique américaine. Ces critiques nous rappellent que l'histoire du dollar ne fait pas l'unanimité. C'est une histoire de pouvoir, parfois mal vécue, souvent enviée, et toujours surveillée de près. Au-delà des grands noms et des grandes politiques, l'histoire du dollar se raconte aussi à travers d'innombrables personnes ordinaires. Un commerçant du Caire qui insiste sur les dollars et non sur la monnaie locale. Un travailleur migrant au Mexique qui envoie des fonds en billets verts. Un dissident d'Europe de l'Est qui cache des billets américains sous le plancher pour se prémunir contre l'effondrement de l'État, ses utilisateurs, silencieux, des milliards à travers le monde, sont le véritable moteur de la suprématie du dollar. Leur confiance, fruit de leur expérience, est ce qui fait du billet vert plus qu'une simple monnaie nationale. L'essor du dollar américain n'est pas seulement une chronique des institutions et des politiques.
mais aussi une biographie de l'ambition, de la peur et de l'ingéniosité humaine. La vision d'Hamilton, le pari risqué de Chase, l'audace de Roosevelt, la diplomatie de White, le choc de Nixon, la discipline de Volcker, tous ont laissé leur empreinte sur la monnaie que nous détenons aujourd'hui. Et entre les mains des citoyens ordinaires du monde entier, le dollar continue de véhiculer non seulement une valeur économique, mais aussi des histoires de survie, d'opportunité et de confiance. Le billet vert est, en fin de compte, une création profondément humaine, fragile en théorie, durable en pratique, parce que les gens ont choisi à maintes reprises d'y croire. Le dollar américain est plus qu'une unité de compte, plus que du papier et de l'encre. C'est une arme, une bouée de sauvetage, une icône culturelle et un symbole de l'influence américaine ancrée dans la trame même du monde moderne. Son impact mondial est autant politique et de pouvoir qu'économique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est indissociable de la politique étrangère américaine. À Bretton Woods, son lien avec l'or en a fait le pilier du système international. Après 1971, année de l'abandon de l'or, le billet vert est resté central, non par la force de la loi, mais par la confiance, l'habitude et le pouvoir. Le gouvernement américain a appris à utiliser le dollar comme un instrument stratégique. Les sanctions économiques gèlent des avoirs, blocage de l'accès aux échanges commerciaux libellés en dollars et restriction de l'accès des banques au système financier américain sont devenus une arme redoutable. De l'Iran à la Corée du Nord, de la Russie au Venezuela, des pays ont ressenti les effets néfastes de la domination du dollar lorsque Washington a fermé les portes de son système financier. Cet effet de levier est unique. Aucune autre monnaie n'a une telle portée. Être exclu du système du dollar revient à être exclu du commerce mondial. Ainsi, le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est une diplomatie, appliquée par le biais de tableurs et de systèmes de règlement, le moment géopolitique. Le plus important pour le dollar après le choc de Nixon en 1971 est peut-être celui de la crise pétrolière des années Blasey. 1970, alors que les prix du pétrole flambaient et que les États-Unis recherchaient de la stabilité, Washington a conclu un accord avec l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP. Le prix du pétrole serait fixé exclusivement en dollars. Ce système de pétrodollars garantissait que chaque pays importateur de pétrole, du Japon à l'Allemagne, du Brésil à l'Inde, avait besoin de dollars pour maintenir son économie. En retour, les excédents de revenus pétroliers étaient réinvestis dans les titres d'État et les banques américaines, créant un cycle qui liait étroitement les marchés de l'énergie, la finance et la géopolitique. Le pétrodollar a consolidé la domination du dollar à un moment où certains craignaient son essoufflement. L'énergie, moteur des économies modernes, est devenue indissociable du système financier américain. À la fin du XXe siècle, le dollar était devenu la langue universelle du commerce. Même lorsque les Américains n'étaient pas directement impliqués, les entreprises facturaient leurs contrats en dollars. Des matières premières comme le pétrole, le blé, le cuivre et l'or étaient cotées en dollars sur les marchés mondiaux. Cette pratique a conféré aux banques et aux entreprises américaines un avantage structurel. La facturation en dollars a créé une demande naturelle pour les services financiers américains, de la couverture de change au prêt. Elle a également eu des répercussions mondiales sur les politiques de la Réserve fédérale. Lorsque la Fed relève ses taux d'intérêt, les capitaux affluaient souvent aux États-Unis, fragilisant ainsi les marchés émergents. Pour les pays extérieurs aux États-Unis, le dollar est à la fois un stabilisateur et un piège, un refuge en temps de crise, mais aussi un rappel que la souveraineté financière est souvent limitée par les politiques menées à Washington. Laissé au-delà de l'économie, le dollar a un poids culturel considérable. Le billet vert est devenu synonyme de richesse, d'aspiration et de pouvoir. Dans les films hollywoodiens, les piles de billets de 100 $ symbolisent à la fois l'ambition et la corruption. Dans les paroles de hip-hop, le dollar est à la fois célébration et critique. À l'échelle mondiale, le dollar est fétichisé comme un symbole de sécurité. Pendant la guerre froide,
Les billets américains passaient clandestinement derrière le rideau de fer, étaient dissimulés dans des matelas en Europe de l'Est et échangés sur le marché noir. Aujourd'hui encore, dans des économies instables comme le Zimbabwe ou le Liban, le dollar circule parallèlement ou à la place de la monnaie locale. Le design du dollar renforce son aura. Les portraits des présidents et des pères fondateurs, le grand sceau et son œil omniscient, ainsi que la simplicité de son encre verte, ont rendu cette monnaie instantanément reconnaissable dans le monde entier. Peu de symboles américains, le drapeau, l'aigle, la statue de la liberté rivalisent avec la notoriété mondiale du billet de $1. Pour les pays en développement, le dollar a été à la fois une bénédiction et un fardeau. D'un côté, les prêts et les réserves en dollars permettent aux nations de stabiliser leurs économies et de financer leur croissance. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, institutions étroitement liées aux États-Unis, distribuent souvent de l'aide et des prêts libellés en dollars. En revanche, la dette libellée en dollars peut devenir un carcan. Lorsque les monnaies locales chutent, les dettes en dollars explosent. L'Amérique latine dans les années 1980 et l'Asie dans les années 1990 ont toutes deux connu des crises dévastatrices liées à leurs passifs en dollars. Les critiques affirment que cette dépendance crée une forme de néocolonialisme financier, contraignant les pays les plus pauvres aux décisions de la Réserve fédérale et de Wall Street. Pendant la guerre froide, le dollar était une arme aussi puissante que l'arsenal nucléaire. L'Union soviétique défendait le rouble au sein de son bloc, mais son influence n'a jamais été très grande. Parallèlement, le dollar symbolisait non seulement le capitalisme, mais aussi la liberté d'échange. Lorsque les Berlinois ont abattu le mur en 1989, les dollars ont afflué vers l'Europe de l'Est, signe à la fois d'aide matérielle et de victoire idéologique. En Russie, dans les années 1990, de nombreux salaires étaient payés en dollars plutôt qu'en roubles, un rappel brutal de la confiance que les gens accordaient à leur pays. Ainsi, la guerre froide s'est déroulée non seulement dans l'espace et les armes, mais aussi dans la monnaie. Le dollar, soutenu par la stabilité américaine et les réseaux commerciaux mondiaux, a survécu à son rival, consolidant ainsi son rôle d'étalon mondial. Au-delà des sanctions et du pétrole, le dollar a joué un rôle plus subtil de soft power. Utiliser des dollars, c'est interagir avec les institutions américaines, ses banques, ses marchés, sa culture de consommation. Alors que les touristes dépensent des dollars à l'étranger, que les multinationales règlent leurs comptes et que les migrants envoient des fonds chez eux, le dollar transmet non seulement de la valeur, mais aussi une identité. La domination du dollar reflète l'influence militaire et politique des États-Unis, mais elle reflète également le magnétisme culturel des États-Unis. Les gens veulent ce que le dollar représente, la stabilité, la fiabilité et le rêve d'opportunité. Au fil des décennies, des rivaux ont tenté de remettre en cause la suprématie du dollar. L'euro, lancé en 1999, a été salué comme un concurrent potentiel, notamment après la création de la Banque centrale européenne. Le yuan chinois, soutenu par la deuxième économie mondiale, a gagné du terrain ces dernières années, notamment en Asie et en Afrique. Pourtant, aucun n'a égalé la liquidité du dollar, la profondeur des marchés financiers ou la confiance mondiale. Même en période de crise, du krach financier de 2008 à la pandémie de Covid-19, les investisseurs se sont rués sur le dollar. Loin de perdre du terrain, le dollar se renforce souvent en période de turbulence. Ce paradoxe souligne son rôle unique. Le dollar n'est pas une monnaie parmi d'autres, mais le fondement sur lequel les autres se mesurent. La plus grande preuve de l'impact mondial du dollar réside peut-être dans sa portée considérable. Plus de la moitié des réserves internationales détenues par les banques centrales sont libellées en dollars. Environ 90% des transactions de change mondiales impliquent le dollar. Des économies entières, Équateur, Panama, Salvador, l'ont adopté d'emblée. En pratique, le dollar a transcendé ses origines nationales. C'est une monnaie américaine, mais aussi un bien public mondial. Sa stabilité est le fondement du commerce, de la finance et même de la survie quotidienne dans les économies fragiles.
Rares sont les empires dans l'histoire qui ont exercé une telle influence sans présence militaire sur le terrain. Le dollar est plus qu'une monnaie. C'est un levier géopolitique, une icône culturelle, un outil de développement et un reflet de la puissance américaine. Son influence a façonné des guerres, bâti des économies et défini des aspirations. Contrairement aux légions romaines ou à la marine britannique, l'Empire américain n'a pas de carte unique. Il est plutôt inscrit dans des contrats, des réserves, des billets glissés dans les portefeuilles, de Lagos à Lima. Le dollar est l'ambassadeur silencieux de l'Amérique, à la fois aimé, détesté, sur lequel on compte et craint. Sa portée mondiale révèle une vérité simple. Dans le monde moderne, la souveraineté ne se limite pas aux territoires ou aux armées, mais concerne aussi le contrôle de la monnaie dont les autres ne peuvent se passer. Et pour l'instant, ce pouvoir réside dans le billet vert. Alors que le monde s'enfonce dans le XXIe siècle, le dollar américain est confronté à des défis sans précédent et à des opportunités extraordinaires. Bien qu'il ait longtemps été inébranlable, le paysage technologique, géopolitique et financier évolue, et la domination du billet vert n'est plus garantie par la seule habitude. L'un des changements les plus significatifs à l'horizon est la montée en puissance de monnaie numérique des banques centrales, MNBC. La Réserve fédérale étudie activement un dollar numérique, une version sécurisée et programmable de la monnaie qui pourrait fonctionner parallèlement aux billets de banque. Un dollar numérique permettrait des règlements instantanés, réduirait les coûts de transaction et s'intégrerait mieux aux réseaux de paiement mondiaux. D'autres pays, notamment la Chine et son yuan numérique, progressent plus vite. Si les monnaies numériques deviennent la norme, l'infrastructure traditionnelle du dollar, banque, SWIFT et obligations du Trésor, devra s'adapter. La question est de savoir si les États-Unis pourront conserver leur avance dans un monde où l'argent est autant un code qu'un papier. L'essor de la Chine, de l'Union européenne et des blocs économiques régionaux a suscité des spéculations sur un futur multidevises le yuan, l'euro, voire un panier de devises, pourrait-il réduire la dépendance mondiale au dollar? Les analystes soulignent que, pour l'instant, les alternatives manquent de liquidité, de confiance et de profondeur des marchés financiers dont bénéficie le dollar. Cependant, à mesure que les nations diversifient leurs réserves et commercent de plus en plus en dehors des circuits du dollar, le billet vert pourrait perdre une partie de son influence dans certaines régions. Le défi pour les États-Unis est de maintenir leur crédibilité et leur stabilité tout en s'adaptant à un système financier plus multipolaire. Les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, ESG, transforment les flux d'investissement. Les obligations vertes, la finance durable et les produits dérivés liés au climat sont tous libellés en dollars. Cette tendance pourrait renforcer la centralité de la monnaie, la positionnant comme la référence pour le financement des efforts mondiaux en matière de développement durable. À l'inverse, les chocs économiques liés au changement climatique, ouragans, sécheresses et perturbations des chaînes d'approvisionnement pourraient engendrer de la volatilité. La façon dont les États-Unis gèrent ces risques influencera le maintien du dollar comme valeur refuge mondiale. Les crypto-monnaies et les technologies blockchain représentent un autre défi. Le Bitcoin et d'autres actifs numériques promettent des alternatives décentralisées aux monnaies traditionnelles. Bien qu'ils manquent actuellement de stabilité et de soutien institutionnel pour menacer directement le dollar, ils témoignent d'un changement de perception. La confiance dans le code, plutôt que dans l'État, devient viable. Les institutions financières pourraient intégrer la blockchain pour rendre les transactions en dollars plus rapides, plus sûres et plus transparentes. La capacité des États-Unis à s'adapter à ces innovations déterminera l'avenir du dollar. L'histoire du dollar est loin d'être terminée. Restera-t-il la monnaie de réserve mondiale pendant encore un siècle? Un dollar numérique peut-il coexister avec les technologies financières émergentes? Comment les réalignements géopolitiques, les crises climatiques et les bouleversements technologiques influenceront-ils la confiance dans le billet vert? Une chose est sûre,
La force du billet vert ne repose pas sur l'encre de ses billets, mais sur la conviction collective des gouvernements, des institutions et des individus du monde entier. Le prochain chapitre du dollar s'écrit en temps réel, et son évolution dépendra des choix politiques, de l'innovation et de la perception mondiale. Le dollar américain a survécu aux révolutions, aux guerres et aux crises économiques. Sa domination est le fruit des institutions, de la confiance et des réseaux. Pourtant, face à l'avenir, le dollar américain est confronté à un monde plus rapide, plus numérique et de plus en plus multipolaire. Son avenir dépendra autant de son adaptabilité que de son héritage, rappelant que même la monnaie la plus puissante doit évoluer pour rester pertinente. L'histoire du dollar américain est une histoire d'ambition, d'innovation et d'influence. Du système financier visionnaire d'Hamilton à la domination mondiale actuelle du billet vert, le dollar a façonné les économies, la géopolitique et la vie quotidienne sur tous les continents. Il a financé des guerres, stabilisé des marchés, facilité le commerce et même inspiré la culture, prouvant ainsi que l'argent n'est jamais seulement de l'argent, mais qu'il est le reflet du pouvoir, de la confiance et de l'ingéniosité humaine. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le dollar est confronté à de nouveaux défis. Monnaie numérique, bouleversements géopolitiques et bouleversements technologiques. Pourtant, sa résilience au fil des siècles nous rappelle que la confiance, les institutions et l'adaptabilité sont les véritables piliers d'une influence durable. L'histoire du billet vert est loin d'être terminée, et les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront son rôle pour les générations futures. Si vous avez trouvé ce voyage instructif, aimez la vidéo, partagez-le avec d'autres, commentez vos pensées. Abonnez-vous pour en savoir plus. L'histoire du dollar est à la fois historique et réalité vivante. Et désormais, vous en faites partie.